Au bord du Nil, dans un territoire entouré de déserts et de montagnes, naquit un peuple qui sut transformer l'adversité en prospérité, la nature en temple et le temps en éternité. Pendant plus de 3000 ans, pharaons, scribes, architectes et paysans bâtirent un monde de dieux et d'hommes où le terrestre et le divin se confondaient dans un même horizon. Des premiers villages prédynastiques qui apprirent à semer lors de la crue annuelle du fleuve, jusqu'à la construction majestueuse des pyramides, l'Égypte antique devint un royaume de symboles immortels. Parmi ses protagonistes brillèrent des pharaons et des reines qui marquèrent les époques. Narmer, qui unifia le royaume, Khéops, qui érigea la plus imposante pyramide, Hatshepsut, la souveraine qui défia les normes, Akhenaton et Néfertiti, qui tentèrent de transformer la foi, Toutankhamon dont la tombe révéla les secrets d'une civilisation, Ramsès II, symbole de puissance et de grandeur, et Cléopâtre, la dernière à défendre son héritage face à Rome. La période prédynastique. Bien avant l'existence d'un pharaon, bien avant que les sables du désert n'ensevelissent temples et pyramides, l'Égypte était une vaste étendue dominée par le Nil. Ce fleuve, qui descendait des montagnes de l'Afrique orientale jusqu'à la Méditerranée, déterminait le destin de ceux qui vivaient sur ses rives. Là, entre l'abondance saisonnière et la menace constante des déserts environnants, naquit l'une des premières civilisations du monde, la période prédynastique qui s'étend approximativement de 5000 à 3100 avant notre ère. JC fut celle où les peuples nomades commencèrent à se sédentariser, à domestiquer la terre et à construire les bases culturelles et sociales qui donneraient naissance à l'Égypte pharaonique. À l'aube de cette époque, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs longeaient le fleuve à la recherche de nourriture. Le Nil offrait une pêche abondante, des oiseaux migrateurs et des terres fertiles après la crue annuelle. Avec le temps, ces groupes découvrirent qu'ils pouvaient cultiver des céréales comme le blé et l'orge, et que le lin leur permettait de fabriquer des tissus résistants. La révolution agricole fut lente, mais constante. La vie cessa de dépendre uniquement de la chasse, et les établissements commencèrent à croître en taille et en complexité. Les premiers villages permanents apparurent dans des régions comme le Fayoum et la Haute-Égypte. C'étaient des communautés de huttes circulaires faites de boue et de roseaux, organisées autour de greniers où l'on stockait les excédents. Cette transformation économique permit la spécialisation. Certains se consacraient à l'agriculture, d'autres à la céramique, au tissage ou à la taille de la pierre. Les objets retrouvés dans ces villages, comme des vases décorés de motifs géométriques et d'animaux, nous parlent d'un peuple qui non seulement survivait, mais commençait à construire une identité culturelle. Le développement de la poterie fut l'un des signes les plus clairs de ce changement. Les vases n'étaient pas uniquement des récipients pratiques, ils servaient à stocker du grain, de l'eau ou de la bière, mais devenaient aussi des supports de symboles. Des motifs comme des bateaux stylisés, des oiseaux, des poissons ou des figures humaines commençaient à apparaître gravés sur les surfaces. Ces symboles furent le germe d'une iconographie qui, des siècles plus tard, se transformerait en hiéroglyphes. Avec la sédentarisation arriva également le besoin d'organisation. Dans différentes régions de la vallée apparurent des communautés de plus en plus complexes, connues sous le nom de nomes. Chacune de ces unités territoriales avait ses propres dirigeants, souvent des guerriers ou des chefs religieux qui exercèrent leur pouvoir sur la population locale. La compétition entre ces groupes fut inévitable. Il y eut des alliances et des affrontements qui, peu à peu, marquèrent la différence entre la Haute-Égypte, au sud, et la Basse-Égypte, au nord, dans le delta du Nil. L'un des aspects les plus fascinants de la période prédynastique est l'apparition des premières tombes différenciées. Alors qu'auparavant les corps étaient enterrés dans de simples fosses de sable, durant cette période commencèrent à se construire des tombes plus élaborées. Ces fosses rectangulaires, revêtues de bois ou de briques crues, contenaient des mobiliers funéraires avec de la céramique, des outils et des bijoux. L'importance de la vie après la mort commençait à occuper une place centrale dans la mentalité égyptienne. Le sable du désert, qui desséchait naturellement les corps, dut impressionner profondément ces communautés. Les morts semblèrent se conserver comme s'ils attendaient un destin éternel. À cette époque émergea également l'art comme une expression plus raffinée. Des figures humaines sculptées en ivoire ou en pierre, des représentations d'animaux comme des hippopotames et des crocodiles, et des palettes d'ardoise utilisées pour broyer des pigments
reflétaient une sensibilité esthétique en expansion. Beaucoup de ces palettes portaient des inscriptions et des décorations symboliques, préfigurant l'usage ultérieur de l'écriture et de l'art comme moyen de propagande et de pouvoir. Vers 4000 avant Jésus-Christ. J.C., la culture de Nagada commença à dominer la Haute-Égypte. Cette culture, divisée en 3 phases, Nagada 1, 2 et 3, devint le moteur de l'unification politique et culturelle. Leurs établissements grandirent en taille et en richesse, et leurs tombes reflétaient une hiérarchie sociale de plus en plus marquée. Le pouvoir n'était plus partagé par tous. Certains individus accumulaient des richesses, des armes et du prestige religieux, tandis que la majorité travaillait la terre. L'inégalité sociale, qui serait plus tard consolidée sous le système pharaonique, commençait à prendre forme. En Basse-Égypte, pendant ce temps, la culture de Mahdi prospérait près du delta. Plus orientée vers le commerce, cette culture entretenait des liens avec le Levant, échangeant des produits tels que le cuivre, le lapis-lazuli et la céramique. Le contact avec les peuples voisins fut essentiel pour le développement égyptien. Par ces routes arrivaient des matériaux exotiques et des savoirs techniques qui enrichissaient la vie quotidienne et la structure sociale. La tension entre la Haute et la Basse-Égypte s'intensifiait. La vallée étroite du sud, avec sa structure hiérarchique à Nagada, tendait vers la centralisation du pouvoir, tandis que le nord, plus dispersé et ouvert au commerce, présentait un modèle différent. Cette division géographique et culturelle n'était pas seulement territoriale, mais aussi symbolique. Le lotus devint l'emblème de la Haute-Égypte, tandis que le papyrus représentait la Basse-Égypte. Ces images, opposées et complémentaires, annonçaient le mythe de l'unification future sous un seul roi. Dans les dernières phases de la période prédynastique, vers 3200 avant notre ère. J.C. apparaissent des preuves indéniables d'un pouvoir centralisé en Haute-Égypte. La figure du roi Scorpion, connue à travers la célèbre tête de masse du roi Scorpion, montre un souverain avec des attributs de commandement et la capacité d'organiser des travaux collectifs. Peu après, Narmer, un autre roi de Haute-Égypte, fit le pas décisif. Il unifia le nord et le sud, créant ce qui est considéré comme le premier État territorial de l'histoire. La palette de Narmer, l'un des objets les plus célèbres de l'art égyptien, représente symboliquement cette victoire. D'un côté, le roi porte la couronne blanche du sud, de l'autre, la couronne rouge du nord. La dualité avait été vaincue et un seul royaume était né. Le période dynastique précoce. Avec l'unification de l'Égypte sous Narmer vers 3100 avant notre ère, J.C. commence une nouvelle étape dans l'histoire de la vallée du Nil. La période appelée dynastique précoce, qui englobe les premières et deuxièmes dynasties, représente le moment où l'État égyptien prit sa forme définitive, consolidant des structures politiques, religieuses et administratives qui perdureraient pendant des siècles. Ce fut un temps d'expérimentation, de définition de symboles et d'affirmation du pouvoir royal comme principe divin. La figure du pharaon devint l'axe de la société. Il n'était plus un simple chef militaire ou un chef local, mais un monarque absolu incarnant l'unité des deux terres, la Haute et la Basse-Égypte. L'iconographie royale de cette période montre le souverain portant alternativement les deux couronnes, la blanche du sud et la rouge du nord, comme signe de domination sur les deux royaumes. Cette double souveraineté s'intégra dans le concept de Nezu-Biti, le titre royal qui l'identifiait comme roi du roseau et de l'abeille, emblème des deux régions. La capitale fut établie à Tinis, en Haute-Égypte, bien que la nécropole royale se situât à Abydos. Dans ce lieu sacré furent érigées les premières mastabas monumentales, tombes rectangulaires en briques crues avec des chambres souterraines qui servaient de demeure éternelle au roi. Chaque tombe était accompagnée de stèles gravées avec le nom royal, écrit dans un nouveau système graphique, les hiéroglyphes. Ce fut l'époque où l'écriture égyptienne commença à se développer comme un instrument à la fois administratif et rituel, destiné à enregistrer les offrandes, les décrets et les généalogies, mais aussi à perpétuer le pouvoir des pharaons. Les mastabas royaux d'Abydos sont particulièrement révélateurs. Non seulement ils montrent une architecture plus complexe que les tombes prédynastiques, mais ils étaient aussi entourés de tombes subsidiaires appartenant à des serviteurs et à des courtisans, sacrifiés pour accompagner le roi dans l'au-delà.
Ce rite macabre, qui disparut par la suite, démontre à quel point la figure du monarque était considérée comme un être divin dont l'existence transcendait la vie terrestre. La mort du pharaon impliquait la perpétuation de sa cour dans l'autre monde, comme si l'ordre de l'État devait se refléter éternellement dans une autre dimension. Au cours des premières dynasties, l'administration s'étendit rapidement. Le pharaon déléguait son autorité à de hauts fonctionnaires, organisés autour de la figure du chati ou vizir. Celui-ci était chargé de superviser les tribus, de contrôler la production agricole et de maintenir l'ordre dans les provinces. La division territoriale en hommes se consolida, et chacun était gouverné par un nomarque responsable devant la couronne. Grâce à cette organisation, l'Égypte réussit à intégrer des régions très diverses sous une seule autorité. Depuis les champs fertiles du delta jusqu'au désert du sud, riches en mines de cuivre, d'or et de pierres semi-précieuses. Le Nil devint la grande autoroute du royaume. Les embarcations en bois permirent de transporter des produits agricoles, des matériaux de construction et des troupes d'un bout à l'autre du pays. Le commerce interne se renforça ainsi que les échanges avec les régions voisines. De Nubie arrivaient l'or et l'ébène, du Sinaï, le cuivre et la turquoise, du Levant, des huiles et du bois de cèdre. Ces réseaux d'échanges assurèrent la prospérité et favorisèrent la croissance des villes. La religion acquit également un caractère plus formel. Les temples, encore modestes par rapport aux époques ultérieures, commencèrent à se consolider comme centres de culte et d'administration économique. Le pharaon était considéré comme l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, et sa légitimité s'exprimait à travers des cérémonies rituelles. Le culte d'Horus, dieu faucon, s'associa étroitement à la figure du roi, qui fut considéré comme son incarnation sur terre. À la mort du souverain, il s'identifiait à Osiris, seigneur de l'au-delà, dans un cycle éternel qui assurait la continuité de la monarchie. L'une des réalisations fondamentales de la période dynastique précoce fut la standardisation de l'écriture et du calendrier. Les hiéroglyphes évoluèrent à partir de symboles pictographiques vers un système plus complexe, capable d'exprimer des sons et des concepts. Cet instrument servait non seulement pour des inscriptions monumentales, mais aussi pour des documents administratifs écrits sur des ostracas ou du papyrus. En même temps, les Égyptiens fixèrent un calendrier solaire de 365 jours, basé sur l'observation de l'étoile Sirius et sur le cycle annuel des crues du Nil. Ce calendrier devint la base de la vie agricole, religieuse et politique pendant des millénaires. Les expéditions militaires furent un autre aspect notable de ces premières dynasties. Les rois de la période dynastique précoce étendirent leur influence vers la Nubie, contrôlant les routes commerciales et assurant l'accès à des ressources précieuses. Ils s'aventurèrent également dans le Sinaï, où les mines de cuivre et de turquoise étaient essentielles pour l'économie et le symbolisme religieux. La violence faisait partie de l'exercice du pouvoir et les reliefs de l'époque montrent le pharaon comme vainqueur d'ennemis étrangers, réaffirmant son rôle de protecteur et de conquérant. Cependant, durant la deuxième dynastie, la stabilité fut menacée par des conflits internes. Certains rois semblent avoir favorisé la Basse-Égypte au détriment de la Haute, ce qui provoqua des tensions et de possibles affrontements. Les preuves archéologiques sont fragmentaires, mais elles suggèrent qu'il y eut une division temporaire du pouvoir, avec des pharaons rivaux réclamant la souveraineté. Ces disputes montrent que l'unification était encore fragile et que l'équilibre entre le nord et le sud constituait une tâche constante pour la monarchie. Malgré ces difficultés, l'héritage de la période dynastique précoce fut profond. Durant ces siècles furent posées les bases de l'État pharaonique. Une royauté sacrée, une bureaucratie hiérarchisée, une religion centralisée et un système d'écriture capable de perpétuer la mémoire du pouvoir. Ce qui avait commencé comme l'union de villages le long du Nil se transforma en un royaume unifié, doté d'institutions solides et d'une identité commune permettant de parler de l'Égypte comme d'une seule entité. La troisième dynastie. La troisième dynastie qui commence vers 2686 avant notre ère. J.C. marque le début de l'Ancien Empire et représente un tournant dans l'histoire de l'Égypte. Après les bases politiques et religieuses établies durant les deux premières dynasties, le pouvoir pharaonique acquit une nouvelle dimension, celle du monument éternel. Ce fut le moment où l'architecture funéraire abandonna les simples mastabas pour devenir de véritables chefs-d'œuvre de pierre, reflets tangibles de l'idéologie royale.
Le grand protagoniste de cette époque fut le pharaon Djoser, également connu sous le nom de Zoser, dont la figure fut immortalisée grâce à son vizir et architecte Imhotep. Sous son règne fut érigée la première pyramide à degrés à Saqqara, un monument qui changea à jamais l'histoire de l'architecture. Avant elle, les rois étaient enterrés dans des mastabas rectangulaires en briques crues. Imhotep, cependant, conçut l'idée de superposer des mastabas de pierre, créant une structure à degrés qui s'élevait vers le ciel comme un escalier symbolique. La pyramide de Saqqara ne fut pas seulement la première construction monumentale de ce type, mais aussi la déclaration que le pharaon était destiné à atteindre l'éternité auprès des dieux. Le complexe funéraire de Djoser à Saqqara fut bien plus qu'une tombe. Entouré d'un mur périphérique en pierre avec de fausses portes, il comprenait des temples, des cours cérémonielles et des galeries souterraines qui totalisaient des kilomètres de passage. On y célébrait des rituels liés au renouvellement du pouvoir royal, comme la cérémonie Ebsed, qui réaffirmait la vitalité du pharaon pour gouverner. Chaque élément architectural avait une valeur symbolique. Les colonnes imitant des faisceaux de papyrus, les enceintes évoquant des temples ancestraux, les cours destinés aux processions. C'était un microcosme représentant l'ordre cosmique et la permanence de l'État. L'impact de cette construction fut immense. Pour la première fois, la pierre remplaça la brique crue comme matériau principal dans l'architecture funéraire, inaugurant une tradition qui culminerait avec les pyramides de Gizeh. La décision d'Imhotep de travailler le calcaire en blocs réguliers inaugura une nouvelle ère technologique. Les Égyptiens démontrèrent qu'ils pouvaient dominer la matière et l'espace à grande échelle, organisant des armées d'ouvriers, d'artisans et d'architectes au service du pharaon. L'œuvre de Saqqara fut, en elle-même, un manifeste politique. Elle montrait au peuple et aux dieux que le roi était éternel. Le prestige d'Imhotep fut tel que, des siècles plus tard, il fut divinisé comme patron des scribes et de la médecine. Son nom survécut au temps, fait exceptionnel dans un contexte où seuls les pharaons étaient généralement rappelés. Cela suggère que son rôle d'innovateur fut reconnu même par les générations suivantes, faisant de lui l'une des figures les plus singulières de l'histoire égyptienne. La troisième dynastie ne se limita pas à Djoser. Après lui régnèrent d'autres pharaons tels que Sekhemkhet et Sanakht, bien que leurs monuments soient parvenus dans un état plus dégradé. Sekhemkhet tenta de construire une autre pyramide à degrés à Saqqara, mais sa mort prématurée laissa l'œuvre inachevée. Le squelette de cette pyramide inachevée rappelle la fragilité des projets royaux face à la brièveté de la vie. Sanakht, pour sa part, apparaît dans certaines listes royales et objets archéologiques, mais sa figure demeure enveloppée d'ombre. Ce qui est certain, c'est que cette période consolida l'idée que la tombe du pharaon devait être un projet d'État de grande envergure, capable de mobiliser des ressources et de symboliser la divinité royale. Les mastabas de l'élite, qui entouraient les complexes royaux, gagnèrent également en taille et en sophistication, reflétant la hiérarchie d'une cour qui s'étendait en même temps que le pouvoir monarchique. Sur le plan politique, la troisième dynastie maintint l'unité du pays, contrôlant les provinces et assurant la redistribution des ressources. Le Nil demeurait la source de richesse et les récoltes nourrissaient non seulement la population, mais aussi les milliers de travailleurs engagés dans les chantiers monumentaux. L'organisation sociale atteignit un nouveau degré de spécialisation. Architectes, scribes, sculpteurs et tailleurs de pierre s'intégraient dans un système au service de l'idéologie pharaonique. La religion accompagna cette transformation. Le pharaon, identifié à Horus de son vivant et à Osiris après sa mort, devint l'axe cosmique garantissant le Ma'at, l'ordre universel. Chaque bloc de pierre placé à Saqqara était, en même temps, un acte de foi et un geste de pouvoir. La monumentalité architecturale reflétait la conviction que le roi n'était pas un homme ordinaire, mais un être destiné à guider son peuple au-delà de la vie. L'Ancien Empire et la construction des pyramides. L'Ancien Empire commence vers 2686 avant notre ère. J.C. avec la 4e dynastie, après les expériences architecturales de la 3e dynastie. L'image de l'Égypte durant cette période fut marquée par un changement décisif. Le pharaon cessa d'être simplement un monarque terrestre pour devenir l'incarnation de l'ordre cosmique, le garant du Ma'at. Cette vision exigeait des manifestations matérielles à la hauteur de son pouvoir divin. La construction monumentale devint l'outil le plus puissant pour projeter cette idéologie, et la pierre, symbole d'éternité,
devint le matériau privilégié pour la concrétiser. Snéfrou, premier pharaon de la 4e dynastie, fut la figure clé de cette transformation. Son règne, long de plusieurs décennies, inaugura une étape d'innovation architecturale et d'expansion politique. Le souvenir de la pyramide à degrés de Djoser pesait encore comme un jalon, mais Snéfrou voulut dépasser ce modèle et trouver la forme définitive. La pyramide à face lisse, symbole parfait de l'ascension vers le ciel. Pour atteindre cet idéal, il entreprit une série de projets considérés aujourd'hui comme des laboratoires de pierre où furent expérimentées des techniques, des proportions et des matériaux à une échelle sans précédent. La première grande œuvre attribuée à Snéfrou fut la pyramide de Meidoum, située au sud de Saqqara. Conçue initialement comme une pyramide à degrés, elle fut transformée en une pyramide à face lisse par le comblement de ses gradins. Toutefois, le projet se révéla instable. Une partie du revêtement s'effondra dans l'Antiquité, laissant exposer la structure interne. Malgré cela, la pyramide de Meidoum révéla une tentative consciente d'abandonner la forme à degrés et de rechercher la perfection géométrique. Non satisfait du résultat, Snéfrou ordonna l'édification d'une autre pyramide à Dachour, aujourd'hui connue sous le nom de pyramide rhomboïdale. Son originalité réside dans le changement d'inclinaison de ses faces. Elle commence avec un angle de 54 degrés, trop raide pour assurer la stabilité, puis se réduit à 43 degrés, créant un profil brisé. Cette pyramide est un témoignage direct des défis techniques auxquels les architectes égyptiens furent confrontés et de la volonté du pharaon d'innover. Bien qu'imparfaite, elle resta debout et démontra que les constructeurs apprenaient de leurs erreurs. La troisième tentative de Snéfrou fut la pyramide rouge, également à Dachour, considérée comme la première pyramide à face lisse achevée avec succès. Avec une hauteur de 104 mètres et un angle de 43 degrés, elle représente le triomphe de l'ingénierie et le début de la forme classique des pyramides. Son nom provient de la teinte rougeâtre du calcaire utilisé dans son noyau. On y observe déjà un plan standardisé. Des couloirs descendants, des chambres intérieures soigneusement alignées et un revêtement extérieur en calcaire blanc qui brillait sous la lumière du soleil. Cette pyramide marqua la transition définitive vers la géométrie parfaite qui allait définir les générations suivantes. Le règne de Snéfrou ne se limita pas à l'architecture. Il fut également un souverain militaire et politique. Il mena des campagnes vers la Nubie, consolidant la frontière sud et assurant des ressources telles que l'or, le bétail et les esclaves. Ses expéditions en Libye et dans le Sinaï lui permirent de contrôler les routes commerciales et d'accéder aux mines de cuivre et de turquoise. Ces ressources étaient essentielles pour soutenir les constructions monumentales et maintenir le réseau d'échanges qui nourrissait l'Égypte. La capacité de mobiliser simultanément armées et ouvriers montre la puissance de l'appareil d'État sous son règne. L'appareil administratif se renforça pour soutenir ses projets. L'organisation de dizaines de milliers de travailleurs à Dachour et à Meidoum nécessitait une hiérarchie complexe de scribes, contremaîtres et architectes. La redistribution des vivres, de l'eau et des outils était planifiée avec une précision qui révèle un État centralisé et efficace. La figure du vizir jouait un rôle crucial dans la coordination de ces activités, tandis que les temples, devenus centres économiques, géraient l'accumulation des excédents. La religion accompagnait ce processus. Snéfrou se présentait comme le fils de Ré, le dieu solaire, et ses pyramides s'alignaient symboliquement avec l'horizon, lieu de la renaissance quotidienne du soleil. Chaque pyramide était liée à un complexe funéraire comprenant des temples, des chaussées processionnelles et des autels où l'on offrait des sacrifices aux pharaons divinisés. L'architecture n'était pas un simple sépulcre, c'était une scène rituelle où l'éternité du roi et, par extension, la stabilité du cosmos étaient garanties. L'impact des innovations de Snéfrou fut immense. Non seulement il consolida le modèle de la pyramide à face lisse, mais il établit également la norme pour l'idéologie funéraire de la 4e dynastie. Ses successeurs, inspirés par ses réalisations, portèrent la monumentalité à une échelle encore plus grande. La transition entre les mastabas en briques crues et les pyramides en calcaire symbolise l'ambition d'un État qui cherchait l'éternité à travers l'architecture. Les complexes de Dachour et de Meidoum nous permettent d'observer de près la transition technologique.
On y expérimenta des rampes de construction, des techniques d'extraction et de transport des blocs, ainsi que des systèmes d'alignement astronomique. Les constructeurs égyptiens perfectionnèrent l'art d'orienter les pyramides selon les points cardinaux, atteignant des marges d'erreur de seulement quelques fractions de degrés. L'observation des étoiles circumpolaires et l'utilisation d'instruments comme le fil à plomb et le merkette rendirent possible cette précision. La main-d'œuvre utilisée était variée. Loin du mythe des esclaves enchaînés, il s'agissait de paysans recrutés par roulement pendant les crues du Nil, lorsque les champs étaient inondés et qu'ils ne pouvaient travailler à l'agriculture. Ces ouvriers étaient logés dans des camps organisés, avec un approvisionnement en pain, en bière et en soins médicaux. Les ossements analysés montrent des fractures guéries, preuve qu'ils recevaient des soins. Le travail aux pyramides était une obligation envers l'État, mais aussi une forme d'intégration sociale, où les paysans devenaient participants du destin éternel du pharaon. La dimension symbolique de ces ouvrages était claire. Chaque bloc de pierre était un acte politique et religieux. L'ascension des pyramides vers le ciel représentait l'élévation du pharaon vers les dieux, tandis que la monumentalité transmettait un message de pouvoir aux sujets comme aux ennemis. L'Ancien Empire commençait à se définir comme une civilisation de pierre, où le temps humain était subordonné à l'éternité du monarque. La figure de Snéfrou marque donc le début de l'âge d'or de l'Ancien Empire. Ces pyramides à Dahchour sont le laboratoire d'où surgiraient les merveilles de Gizeh. Sa capacité d'innover, de mobiliser des ressources et de projeter un nouveau modèle de pouvoir posa les bases de l'idéologie pharaonique pour des siècles. Sous son règne, l'idée que l'Égypte pouvait élever des monuments immortels devint une certitude, et avec ses successeurs, cette certitude atteindrait son apogée sur le plateau de Gizeh, où Khéops, Képhren et Mykérinos élevèrent l'horizon de pierre le plus célèbre de l'histoire. Avec la mort de Snéfrou et le début du règne de son fils Khéops, également connu sous le nom de Khoufou, l'Égypte entra dans la phase la plus monumentale de toute son histoire. Khéops décida de transférer la nécropole royale sur le plateau de Gizeh, à l'ouest de Memphis, et y fit élever la pyramide qui serait rappelée comme la plus colossale de toutes, un défi technique et symbolique qui transforma à jamais l'image de l'Égypte ancienne. La grande pyramide de Gizeh, construite vers 2560 avant notre ère. Gizeh fut l'aboutissement de l'expérimentation architecturale initiée par Snéfrou. Avec une hauteur originale de 146,6 mètres et une base carrée de plus de 230 mètres de côté, la pyramide fut érigée avec environ 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, dont le poids moyen oscillait entre 2 et 3 tonnes, bien que certains atteignaient 70 tonnes. Son volume total dépassait 2,5 millions de mètres cubes, ce qui en fit la construction la plus haute et la plus massive de l'humanité pendant près de 4 millénaires. Le site de Gizeh ne fut pas choisi au hasard. Le plateau rocheux offrait un terrain solide et élevé, visible à des kilomètres à la ronde, garantissant à la fois la stabilité structurelle et l'impact visuel. De plus, sa proximité avec Memphis facilitait l'accès à l'administration centrale et aux carrières de Toura, d'où était extrait le calcaire blanc destiné au revêtement extérieur. Ce revêtement, poli avec une grande précision, faisait briller la pyramide comme un miroir sous le soleil, projetant la lumière du dieu Ré et transformant le monument en une véritable montagne de feu durant la journée. L'intérieur de la grande pyramide révèle une planification inédite. Contrairement aux pyramides précédentes, elle contient un réseau complexe de passages et de chambres. La grande galerie, un couloir ascendant de près de 50 mètres de long et de plus de 8 mètres de haut, débouche sur la chambre du roi, revêtue de blocs de granit provenant d'Assouan, à plus de 800 km au sud. Le toit de cette chambre est formé d'énormes poutres de granit, chacune pesant des dizaines de tonnes, placées avec une précision qui étonne encore les ingénieurs modernes. Au-dessus, des chambres de décharge avec des blocs disposés dans différentes directions répartissent le poids, empêchant le toit de s'effondrer. En plus de la chambre du roi, la pyramide contient la chambre de la reine et un système de conduits interprétés comme des passages symboliques vers les étoiles. L'orientation de la pyramide est extraordinaire. Ses faces sont alignées presque parfaitement avec les points cardinaux, avec une marge d'erreur de seulement quelques fractions de degrés. Cela démontre une connaissance avancée de l'astronomie et de la géométrie, probablement basée sur l'observation des étoiles circumpolaires.
La main-d'œuvre qui érigea un tel monument a fait l'objet de débats pendant des siècles. L'image transmise par les auteurs grecs, comme Hérodote, parlait de milliers d'esclaves soumis à des travaux inhumains. Cependant, les fouilles modernes dans la zone ont révélé un panorama différent. À Gizeh, on a découvert des villages d'ouvriers avec des vestiges de boulangerie, de brasserie et de zones de repos, ce qui indique que la construction fut réalisée par des contingents d'ouvriers organisés et nourris par l'État. Il s'agissait de paysans recrutés temporairement pendant la crue du Nil, lorsque les champs étaient inutilisables pour l'agriculture, associés à des artisans spécialisés et à des équipes permanentes de tailleurs de pierre, d'ingénieurs et de contremaîtres. Ce système permettait de disposer de dizaines de milliers de travailleurs de façon cyclique sans effondrer l'économie. Le symbolisme de la Grande Pyramide était immense. Khéops se présentait comme un souverain éternel, fils de Ré, dont la tombe s'élevait non seulement comme demeure funéraire, mais aussi comme représentation physique de l'ordre cosmique. La pyramide, avec sa forme géométrique parfaite, évoquait le tertre primordial qui émergea des eaux dans la cosmogonie égyptienne. De ce point d'ascension, le pharaon entreprenait son voyage vers le ciel, rejoignant les étoiles impérissables. Après Khéops, son fils Khéphren poursuivit la tradition à Gizeh, en élevant la deuxième grande pyramide. Bien que légèrement plus basse, avec 143 mètres de hauteur, elle fut construite sur un terrain plus élevé, ce qui lui donnait une apparence imposante. Sa pyramide conserve encore une partie du revêtement original au sommet, ce qui permet d'imaginer l'aspect des structures lorsqu'elles étaient entièrement recouvertes de calcaire blanc. Mais l'élément qui distingue Khéphren est la construction de la Grande Sphinx, une sculpture colossale taillée directement dans la roche du plateau. Le Sphinx, au corps de lion et au visage humain long de plus de 70 mètres et haut de 20, devint le gardien éternel de la nécropole. Sa fonction exacte reste débattue, mais la plupart des égyptologues l'interprètent comme la représentation de Khéphren lui-même, fusionné avec le pouvoir solaire et animal. Le Sphinx regardait vers l'est, en direction du soleil levant, renforçant son lien avec Ré et avec le cycle de renaissance. Au fil des siècles, il fut objet de culte et de restauration périodique, étant vénéré comme un être divin à part entière. Le complexe funéraire de Khéphren comprenait également des temples monumentaux, des chaussées processionnelles et des statues colossales. Dans son temple de la vallée ont été découvertes des statues en diorite représentant le pharaon assis avec le dieu faucon Horus posé derrière sa tête, symbole de protection divine. La qualité artistique de ces sculptures, polies avec une perfection inégalée, reflète l'apogée de l'art égyptien durant cette période. Le troisième grand protagoniste de Gizeh fut Mykérinos, ou Menkaure, successeur de Khéphren. Sa pyramide, beaucoup plus modeste en taille puisqu'elle atteignait environ 65 mètres de hauteur, était partiellement revêtue de granit rouge d'Assouan, ce qui lui donnait un aspect distinctif. Bien que plus petite, son temple funéraire abritait certaines des œuvres sculpturales les plus raffinées de l'art égyptien. Parmi elles se distinguent les triades de Menkaure, où le pharaon apparaît accompagné de déesses et de personnifications de nomes, représentant l'union entre le roi et les forces divines et territoriales qui soutenaient son pouvoir. L'ensemble de Gizeh, avec les trois grandes pyramides alignées aux côtés du Sphinx, formait un paysage sacré sans équivalent. C'était bien plus qu'un cimetière royal. C'était un manifeste de pierre sur l'éternité du pharaon et la grandeur de l'État égyptien. Chaque pyramide était accompagnée de pyramides subsidiaires pour les reines, de mastabas pour les fonctionnaires et de temples destinés aux offrandes quotidiennes. La nécropole devint une véritable cité des morts qui reproduisait l'ordre politique et religieux du royaume. Les réalisations techniques atteintes à Gizeh sont encore aujourd'hui objets d'admiration et d'étude. De multiples théories ont été proposées sur les méthodes de construction, rampes droites, rampes en spirale, système de contrepoids. Ce qui est certain, c'est que les Égyptiens parvinrent à déplacer des millions de tonnes de pierres avec de simples outils en cuivre, des cordes, des rouleaux de bois et une organisation sociale sans précédent. L'édification de chaque pyramide nécessitait au moins 2 décennies, impliquant une planification à long terme dans laquelle le pharaon investissait pratiquement tout son règne. L'impact de ces constructions dépassa l'époque de leurs bâtisseurs. Pendant des siècles, les Égyptiens contemplèrent Gizeh comme la représentation suprême du pouvoir pharaonique.
Les inscriptions du Nouvel Empire, plus de 1000 ans après, décrivaient les pyramides comme des œuvres divines, et certains rois ordonnèrent des restaurations dans les temples associés. Même pour les visiteurs grecs et romains, les pyramides furent des objets de fascination, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. L'apogée de la 4e dynastie ne se limita pas aux pyramides. Ce fut aussi une époque d'expansion économique et diplomatique. Les expéditions en Nubie assuraient l'approvisionnement en or et en ébène, tandis que dans le Sinaï, on exploitait les mines de cuivre et de turquoise. Le commerce avec le Levant apportait des bois exotiques et des huiles, intégrant l'Égypte dans un réseau international. La prospérité de l'Ancien Empire se reflétait dans l'abondance des biens et la capacité de soutenir une élite de plus en plus puissante autour du pharaon. La concentration des ressources dans les pyramides, cependant, engendrait des tensions. L'effort colossal exigé par ces œuvres pouvait entraîner une usure économique et sociale. Bien que l'idéologie officielle présentât la construction comme un devoir religieux envers le pharaon, les coûts d'alimenter et d'organiser des dizaines de milliers d'ouvriers, d'extraire et de transporter des millions de blocs et de maintenir une bureaucratie croissante représentaient une charge énorme pour l'État. La monumentalité était à la fois symbole de grandeur et facteur possible de vulnérabilité. L'éclat de Gizeh, cependant, consolida définitivement le modèle funéraire de la 4e dynastie. La pyramide devint le signe par excellence de la royauté, et l'image du pharaon comme dieu sur terre resta fixée à jamais dans l'horizon de pierre. Avec Khéops, Képhren et Mykérinos, l'Égypte atteignit un sommet de monumentalité qu'aucune autre civilisation antique n'égala à cette époque, et qui marque encore aujourd'hui l'identité visuelle du pays aux yeux du monde. Après l'éclat monumental de la 4e dynastie et les colosses de Gizeh, l'Égypte entra dans une période de transformation sous les 4e et 5e dynasties. Bien que la construction des pyramides se poursuivit, leur échelle et leur perfection architecturale diminuèrent progressivement, tandis que la religion solaire et le pouvoir des temples acquéraient une importance croissante. Ce fut un temps de grandes innovations religieuses et administratives, mais aussi de tensions sociales et politiques qui finiraient par user le système. Le début de la 5e dynastie fut marqué par une révolution religieuse. Le culte de Rê, dieu solaire d'Héliopolis, devint la principale divinité de l'État. Les pharaons commencèrent à se proclamer systématiquement fils de Rê, liant leur légitimité à l'astre solaire. Cette transformation eut des implications directes sur l'architecture funéraire. En plus des pyramides, les rois construisirent des temples solaires, des espaces ouverts au ciel où l'on célébrait des rituels en l'honneur du soleil. Ces temples, comme ceux d'Ouzerkaf et de Niuserre à Abu Ghurab, comprenaient des obélisques qui représentaient les rayons solaires solidifiés et servaient de points focaux du culte. Les pyramides de la 5e dynastie, bien que plus petites que celles de Gizeh, introduisirent une innovation fondamentale, les textes des pyramides. Dans les tombes de pharaons comme Ounas, des inscriptions hiéroglyphiques recouvraient les parois des chambres funéraires. Ces textes étaient des formules et des incantations rituelles destinées à guider le roi dans son voyage vers l'au-delà, le protégeant des dangers et assurant son union avec les dieux. Pour la première fois, l'écriture fut utilisée comme outil magique à l'intérieur des tombes royales, marquant un changement théologique décisif. Le pharaon ne dépendait plus uniquement des rituels célébrés par les prêtres. Les paroles sacrées inscrites dans la pierre l'accompagnaient directement dans son passage vers l'éternité. La 5e dynastie connut aussi une réorganisation administrative significative. L'appareil bureaucratique s'élargit avec une hiérarchie complexe de vizirs, de trésoriers, de chefs de travaux et de scribes. Les nomarques, gouverneurs des provinces, commencèrent à gagner en autonomie, renforçant leur position par la construction de tombes monumentales dans leur région. Ces tombes provinciales montrent un art vivant et des scènes de la vie quotidienne. Récoltes, banquets, danses et chasses. La société égyptienne devenait plus visible dans ses représentations, et l'élite locale affirmait son pouvoir avec une plus grande indépendance vis-à-vis de la cour centrale. Sur le plan économique, l'Ancien Empire reposait sur la régularité du Nil. La crue annuelle fertilisait les champs, permettant des récoltes abondantes de blé et d'orge. Ces excédents nourrissaient la population et soutenaient les grands travaux. La redistribution étatique assurait du pain et de la bière aux ouvriers, tandis que les temples administraient d'immenses domaines agricoles.
Les temples devinrent des centres économiques de premier ordre, accumulant richesses et ressources qui renforçaient leur influence politique. La vie quotidienne dans l'Ancien Empire, reconstruite grâce aux reliefs et aux découvertes archéologiques, révèle une société hiérarchisée mais dynamique. Dans les villages paysans, la vie était rythmée par le cycle agricole, semailles, récolte et stockage. La bière était la boisson la plus courante, élaborée à partir de pain fermenté. Le lin fournissait les tissus pour les vêtements, tandis que le papyrus servait à fabriquer des embarcations légères, des paniers et des documents écrits. La musique et la danse faisaient partie intégrante des rituels et des célébrations, et les familles organisaient leurs foyers autour de cours et de pièces en briques crues. Au sommet, la noblesse et les hauts fonctionnaires jouissaient d'un mode de vie luxueux. Leurs tombes à Saqqara et à Gizeh montrent des scènes de banquets avec musiciens, danseuses et tables chargées de nourriture, pain, viande, fruits, vin. Les scribes occupaient une place privilégiée dans cette société car l'écriture était considérée comme un don divin et un instrument de pouvoir. Leur capacité à enregistrer les tribus, rédiger des décrets et conserver la mémoire royale en faisait des rouages essentiels de la machine étatique. La 6e dynastie, inaugurée par Téti, conserva ses structures mais accentua la tendance à la décentralisation. Bien que des pharaons comme Pépi Ier et Pépi II continuèrent à construire des pyramides à Saqqara, la qualité des ouvrages déclina. Les pyramides de cette période, avec des noyaux de pierre de moindre qualité et des revêtements moins soignés, se détériorèrent rapidement. Toutefois, les textes des pyramides atteignirent leur apogée, recouvrant entièrement les chambres funéraires et enrichissant la théologie funéraire de centaines de formules magiques. Pépi II, célèbre pour sa longévité, régna pendant plus de 6 décennies, ce qui fit de son règne le plus long de l'histoire de l'Ancien Empire. Mais la stabilité qu'une monarchie prolongée semblait offrir se transforma en problème. À mesure que le pharaon vieillissait, les nomarques consolidaient leur autonomie, rendant leurs charges héréditaires et agissant de plus en plus comme des souverains locaux. Le pouvoir central s'affaiblissait et l'administration, devenue trop lourde, absorbait des ressources au détriment de l'efficacité. L'économie commença également à souffrir. La dépendance vis-à-vis des crues du Nil rendait l'Égypte vulnérable aux variations climatiques. Des preuves archéologiques suggèrent qu'à la fin de l'Ancien Empire, survinrent des périodes de sécheresse ou de crues insuffisantes, affectant les récoltes et provoquant des famines. L'incapacité de l'État à répondre à ces crises minait la légitimité du pharaon, dont la fonction principale était précisément de maintenir l'équilibre entre Dieu, nature et humanité. Les temples, pour leur part, avaient accumulé un pouvoir extraordinaire. La richesse générée par leurs domaines agricoles et par les offrandes en fit des institutions aussi puissantes que le palais lui-même. Les prêtres de Ré à Héliopolis et ceux d'Amon à Thèbes disposaient de leurs propres ressources et leur influence politique devenait chaque fois plus grande. Le pharaon, autrefois unique médiateur entre les dieux et les hommes, devait partager son autorité avec un clergé qui commençait à rivaliser avec la monarchie. L'art et la littérature reflétèrent ces tensions. Les reliefs des tombes des fonctionnaires de la 6e dynastie montrent un réalisme accru avec des représentations détaillées d'animaux, d'esclaves et de scènes agricoles. La littérature sapientiale, comme les instructions de Ptahhotep, offrait des conseils sur la manière de se conduire dans la vie et à la cour, reflétant une société plus complexe et consciente de ses difficultés. Sur le plan militaire, l'Égypte maintenait le contrôle de la Nubie et du Sinaï, mais avec davantage de difficultés. Les expéditions vers les mines de cuivre et de turquoise continuaient, mais les peuples voisins se montraient plus hostiles. Le commerce avec le Levant diminua, limitant l'accès aux bois et aux produits exotiques. L'isolement croissant contribua à l'usure du pouvoir central. L'effondrement final de l'Ancien Empire survint lorsque l'équilibre entre monarchie, nomarques et temples se rompit définitivement. Après la mort de Pépi II, l'autorité royale se fragmenta. Les gouverneurs locaux prirent le contrôle de leur territoire, les famines s'aggravèrent et des révoltes éclatèrent dans différentes régions. La splendeur des pyramides et des temples solaires appartint au passé et l'Égypte entra dans une période de crise connue sous le nom de première période intermédiaire où la figure du pharaon perdit son aura d'invulnérabilité et le pays s'enfonça dans une profonde instabilité.
Première période intermédiaire. La splendeur de l'Ancien Empire laissa place à une époque de fragmentation et de crise connue sous le nom de première période intermédiaire, qui s'étendit approximativement de 2181 à 2055 avant Jésus-Christ. J.C. Ce fut une étape marquée par la faiblesse de l'autorité centrale, l'ascension des pouvoirs régionaux et une instabilité sociale croissante. La figure du pharaon, qui au siècle précédent avait semblé immuable et divine, perdit son caractère absolu tandis que la structure de l'État se désagrégeait face aux défis internes et externes. La transition vers cette période fut liée à la fin de la 6e dynastie. Après le long règne de Pépi II, qui aurait duré plus de 6 décennies, l'Égypte se trouvait épuisée. Le pouvoir des nomarques, gouverneurs provinciaux, s'était énormément accru durant son règne. Tandis que le pharaon vieillissait à la cour de Memphis, les nomarques administraient leurs territoires avec autonomie, contrôlant les ressources agricoles, les mines et les armées locales. Avec la disparition d'une figure royale forte, beaucoup agirent comme des rois en miniature, érigeant des tombes monumentales dans leur province et transmettant leurs charges de manière héréditaire. À cet affaiblissement politique s'ajoutèrent des problèmes environnementaux. Les données climatiques et archéologiques suggèrent que durant cette période, les crues du Nil devinrent irrégulières, ce qui affecta directement l'agriculture. Sans la crue annuelle à son niveau normal, les récoltes diminuèrent et la famine se répandit. La pénurie de nourriture provoqua des tensions sociales et affaiblit encore davantage l'État. L'administration centrale, incapable d'assurer la redistribution du grain qui avait été essentiel aux époques précédentes, perdit sa légitimité auprès de la population. Le vide de pouvoir donna lieu à l'émergence de 2 pôles politiques principaux. À Héracléopolis Magna, en Basse-Égypte, apparut la 9e dynastie, dont les rois tentèrent de maintenir le contrôle du pays depuis le nord. Pendant ce temps, à Thèbes, en Haute-Égypte, se consolida une lignée rivale de gouvernants qui donna naissance à la 11e dynastie. Entre ces 2 pôles se développa une longue confrontation pour l'hégémonie de la vallée du Nil. Les textes de l'époque présentent les rois héracléopolitains comme des figures faibles et inefficaces, tandis que les souverains thébains, en particulier Intef Ier et ses successeurs, construisirent l'image de libérateurs et de restaurateurs de l'ordre. La décentralisation se refléta également dans l'art et la culture. Durant l'Ancien Empire, les ateliers de la cour avaient imposé un style uniforme. Dans la première période intermédiaire, les nomarques locaux favorisèrent une plus grande diversité artistique. Leurs tombes provinciales, comme celle d'Assiout ou de Beni Hassan, montrent des scènes de la vie quotidienne avec un réalisme inédit. Banquets, danses, chasses et travaux agricoles y furent représentés avec fraîcheur, donnant voix à un Égypte plus pluriel et moins rigide que celui des pyramides. La littérature connut aussi un essor comme moyen de réflexion face à la crise. Des textes comme les Lamentations d'Ipouer décrivent un pays plongé dans le chaos, où les pauvres se révoltent contre les riches et où l'ordre social semble inversé. Bien que leur valeur historique soit débattue, ces compositions reflètent l'angoisse collective d'une société qui avait vu s'effondrer le modèle politique et religieux qui l'avait soutenu pendant des siècles. En même temps, d'autres textes, comme les instructions de Méricarée, rédigées dans le cadre héracléopolitain, cherchaient à offrir des conseils pratiques de gouvernement au roi, en mettant l'accent sur la justice et la responsabilité envers les sujets. Le contraste entre Héracléopolis et Thèbes marqua le développement de la période. Au nord, les rois héracléopolitains gouvernaient avec des limitations, affrontant des rébellions locales et des difficultés à contrôler le delta. Au sud, les Intefs consolidèrent leur pouvoir par des campagnes militaires vers le nord et une politique d'affirmation culturelle. Dans leurs tombes, on trouve des inscriptions proclamant leur domination sur de vastes territoires et leur rôle de garant du Maat, l'ordre cosmique, à une époque où cet équilibre semblait brisé. La guerre civile entre ces 2 puissances rivales se prolongea durant des générations. Finalement, les Thébains réussirent à s'imposer. Sous Mentuhotep II, vers 2055 avant notre ère. J.C. Thèbes unifia le pays et mit fin à la première période intermédiaire. Son règne marqua le début du Moyen Empire, une nouvelle étape de stabilité et de splendeur, mais les traces de la crise demeurèrent dans la mémoire égyptienne comme avertissement des dangers de la fragmentation et de la faiblesse royale.
Deuxième période intermédiaire. La deuxième période intermédiaire, qui s'étendit approximativement entre 1782 et 1550 avant Jésus-Christ, JC, fut l'une des époques les plus mouvementées de l'histoire de l'Égypte. Après la prospérité initiale du Moyen Empire, l'autorité centrale commença à se fragmenter, donnant lieu à de multiples centres de pouvoir. La faiblesse interne ouvrit la voie à la pénétration de peuples étrangers qui finirent par s'installer dans la vallée du Nil, changeant à jamais la politique égyptienne. Ce fut un temps d'invasion, de royaumes parallèles et de tensions permanentes, où le prestige du pharaon fut remis en question face à la réalité des conflits internes et des influences extérieures. Le déclin du Moyen Empire fut dû en grande partie aux problèmes économiques et à la difficulté de maintenir la cohésion territoriale. Les pharaons de la XIIIe dynastie, successeurs de la puissante XIIe, manquaient de la force politique nécessaire pour contrôler le pays. Leur règne fut bref et fragmenté, avec des monarques qui se succédèrent rapidement et n'arrivèrent guère à affermir leur autorité au-delà de Memphis. L'administration, qui avait été le pilier de la centralisation, s'affaiblit et les nomarques ainsi que les gouverneurs locaux retrouvèrent un rôle prépondérant. Pendant ce temps, dans le delta oriental du Nil, commencèrent à s'établir des communautés d'origine asiatique venues du Levant. Ces groupes, connus plus tard sous le nom d'Ixos, étaient au départ des commerçants et des migrants qui s'intégraient aux populations locales. Avec le temps, et profitant de la faiblesse de l'État, ils consolidèrent leur pouvoir jusqu'à fonder leur propre royaume à Avaris, dans la région orientale du delta. Les Hyksos introduisirent des innovations technologiques de grand impact, le char de guerre tiré par des chevaux, l'arc composite et de nouvelles techniques de fortification. Ces avancées leur donnèrent une supériorité militaire claire sur les Égyptiens, habitués à un armement plus traditionnel. L'arrivée des Hyksos marqua un tournant. Pour la première fois, l'Égypte voyait une partie de son territoire dominée par une puissance étrangère. Leur dynastie, considérée comme la 15e, coexista avec d'autres dynasties égyptiennes qui maintenaient le contrôle dans diverses régions. Tandis que les Hyksos gouvernaient le Bas-Égypte depuis Avaris, à Thèbes se maintenait une lignée de pharaons égyptiens, connus sous le nom de 17e dynastie, qui revendiquèrent la légitimité traditionnelle, bien que disposant de ressources limitées. Entre les deux pôles existait une frontière instable, marquée par des affrontements et des tensions diplomatiques. La domination Hyksos fut perçue comme une humiliation pour l'idéologie égyptienne. Le pharaon avait toujours été le garant de l'ordre cosmique, du Ma'at, face au chaos représenté par l'étranger. Que des rois d'ascendance asiatique gouvernent depuis le delta avec leurs propres dieux et coutumes constituait une blessure profonde dans la vision du monde égyptien. Cependant, l'influence des Hyksos eut aussi des effets durables. Leur technologie militaire fut adoptée et assimilée par les Égyptiens, qui apprirent à utiliser le char de guerre et perfectionnèrent leur armement grâce au contact avec eux. En Haute-Égypte, les souverains thébains commencèrent à résister. Seqenenre-Taha, l'un des pharaons de la 17e dynastie, devint un symbole de cette lutte. Sa momie, découverte au XIXe siècle, montre de terribles blessures au crâne et au visage, probablement causées par un combat direct contre les Hyksos. Sa mort violente incarna le sacrifice de la résistance. Il fut remplacé par Kamose, puis, plus tard, par Ahmose Ier, qui poursuivirent la guerre contre les envahisseurs. Kamose, grâce à des campagnes militaires décisives, réussit à progresser vers le nord, affaiblissant les positions Hyksos dans le delta. Ces stèles racontent comment il attaqua les forteresses et coupa les routes de communication entre les Hyksos et leurs alliés en Canaan. La guerre fut longue et difficile, mais l'esprit de reconquête animait les Thébains. Finalement, Ahmose Ier accomplit la tâche. Vers 1550 avant notre ère, J.C. il prit Avaris, expulsa les Hyksos du delta et poursuivit leurs troupes jusqu'en Syrie. Par cette victoire, il consolida la réunification du pays sous la 18e dynastie, marquant le début du nouvel empire. La deuxième période intermédiaire ne se caractérisa pas uniquement par la domination Hyksos. En Nubie, au sud, émergea un autre pouvoir indépendant, le royaume de Kerma. Durant cette époque, la Nubie profita de la faiblesse égyptienne pour s'étendre vers le nord, contrôlant les routes commerciales de l'or et menaçant d'envahir la Haute-Égypte.
Ainsi, l'Égypte se trouva encerclée, au nord comme au sud, dans une situation inédite. Le défi nubien fut également affronté par les rois thébains, qui lancèrent des campagnes vers le sud pour contenir l'expansion de Kerma et assurer les ressources vitales de leur économie. L'impact culturel de cette étape fut notable. À Avaris, capitale Hyksos, on a retrouvé des vestiges d'un cosmopolitisme inhabituel. Des temples dédiés à des divinités asiatiques comme Baal coexistaient avec des cultes égyptiens et l'architecture combinait des styles levantins et locaux. La présence de céramiques, d'amulettes et d'objets d'origine étrangère dans les tombes égyptiennes révèle un degré d'interaction culturelle qui, malgré l'hostilité politique, enrichit le panorama matériel du pays. À Thèbes, en revanche, se développa un fort sentiment d'identité nationale, renforcé par l'opposition aux Hyksos et aux Nubiens. Cette identité s'exprima dans des hymnes et des textes exaltant les rois guerriers et condamnant les envahisseurs comme force du chaos. Les changements militaires introduits pendant la domination Hyksos furent déterminants pour l'avenir de l'Égypte. Le char de guerre, jusque-là inconnu, devint l'arme de prédilection du nouvel empire, transformant la manière de livrer bataille. L'arc composite, plus puissant et précis, donna un avantage aux armées égyptiennes dans les campagnes futures. Ainsi, d'une époque d'humiliation et de soumission, l'Égypte tira les outils qui lui permettraient de devenir une puissance impériale dans les siècles suivants. La chute des Hyksos sous Ahmose Ier ne fut pas seulement la fin d'une dynastie étrangère, mais aussi le début d'une nouvelle ère. La deuxième période intermédiaire avait démontré la fragilité de l'unité égyptienne et la menace constante venue de l'extérieur, mais elle avait aussi préparé le terrain pour une expansion sans précédent. Avec la réunification, les pharaons du Nouvel Empire héritèrent non seulement d'un pays restauré, mais aussi d'un ensemble d'innovations qui allaient transformer l'Égypte en un empire capable d'étendre son influence au-delà de ses frontières traditionnelles. Le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, qui se développa entre 1550 et 1069 avant notre ère. JC fut l'époque de plus grand éclat et d'expansion de l'Égypte ancienne. Avec l'expulsion des Hyksos et la réunification sous la 18e dynastie, le pays entra dans une phase de stabilité politique et militaire qui lui permit de projeter sa puissance au-delà de la vallée du Nil. L'Égypte devint un empire, avec des domaines qui s'étendaient jusqu'en Syrie et en Palestine, et une influence qui atteignait la Nubie et la mer Rouge. La richesse accumulée, la monumentalité de ses temples et la renommée de ses pharaons marquèrent cette ère comme l'apogée de la civilisation pharaonique. Le début de cette période fut marqué par Ahmosis Ier, fondateur de la 18e dynastie. Après avoir chassé les Hyksos d'Avaris et assuré la frontière orientale, Ahmosis consolida le pouvoir central et entreprit des campagnes en Nubie pour contrôler l'or et les ressources stratégiques. Son règne fut un processus de reconstruction. Il réorganisa l'administration, renforça l'armée et encouragea la construction de temples en l'honneur des dieux qui avaient favorisé la victoire. Avec Ahmosis, l'époque de la fragmentation prit fin définitivement et commença l'expansion impériale. Il fut suivi par Amenhotep Ier, dont le règne se caractérisa par la consolidation de Thèbes comme centre religieux et politique. Sous son autorité se développa le culte funéraire royal dans un nouvel emplacement, la vallée des rois. Abandonnant les pyramides, trop visibles et vulnérables au pillage, les pharaons du Nouvel Empire choisirent cette vallée cachée, située sur la rive occidentale de Thèbes, pour leur tombe. Creusée dans la roche, décorée de reliefs et de textes religieux, elles devinrent la scène sacrée du voyage du pharaon vers l'éternité. Le pouvoir militaire et politique atteignit une nouvelle dimension avec Thoutmôsis Ier, qui étendit les frontières vers le sud et vers le nord. En Nubie, il atteignit la 4e cataracte du Nil, incorporant territoires et fortifications. En Asie, il lança des expéditions en Syrie, ouvrant la voie à de futures conquêtes. Sa fille Hatshepsut, l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire égyptienne, marqua un règne singulier. Hatshepsut prit le pouvoir d'abord comme régente de Thoutmôsis III, encore enfant, mais se proclama bientôt pharaon, adoptant même les attributs masculins dans son iconographie. Son règne fut prospère et pacifique, caractérisé davantage par la diplomatie et le commerce que par la guerre. L'épisode le plus célèbre de son gouvernement fut l'expédition au pays de Punt,
probablement situé dans la Corne de l'Afrique, avec lequel l'Égypte commerçait l'encens, la myrrhe, l'ébène et des animaux exotiques. L'expédition, représentée sur les reliefs de son temple funéraire de Deir el-Bahari, symbolisait la richesse et l'ouverture internationale du royaume. Hatshepsut construisit des temples monumentaux, dont le sien, à Deir el-Bahari, demeure un chef-d'œuvre architectural, intégré dans le paysage rocheux de Thèbes occidentale. À la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III assuma pleinement le pouvoir et transforma l'Égypte en un véritable empire militaire. Connu comme le Napoléon de l'Égypte ancienne, il mena au moins 17 campagnes militaires en Syrie et en Palestine, soumettant des cités et établissant des garnisons en Canaan. Sa victoire à la bataille de Megiddo vers 1457 avant notre ère. Geyssé fut décisive pour consolider l'hégémonie égyptienne dans la région. Grâce à ses conquêtes, l'Égypte contrôla des routes commerciales vitales, recevant tributs en métaux, chevaux et biens exotiques. Son règne fut aussi une époque de prospérité artistique, avec l'agrandissement des temples de Karnak et de nombreuses inscriptions exaltant sa gloire. Après lui, Amenhotep II, Thoutmôsis IV et Amenhotep III consolidèrent l'expansion. En particulier, Amenhotep III régna durant une période de paix et de richesse sans précédent. Son règne fut marqué par la magnificence de ses constructions, comme les colosses de même nom, 2 statues gigantesques qui gardaient l'entrée de son temple funéraire et par l'éclat de la cour. Sous son autorité, l'Égypte atteignit un niveau de diplomatie internationale unique, avec des contacts avec le Mitanni, Babylone et les Hittites. Des lettres retrouvées à Amarna témoignent d'échanges diplomatiques où l'on demandait des princesses en mariage et où l'on s'offrait des cadeaux de luxe. L'équilibre politique, toutefois, allait être bouleversé sous son fils Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhénaton. Ce pharaon entreprit l'une des réformes religieuses les plus radicales de l'histoire égyptienne. Il instaura le culte exclusif du dieu Aton, le disque solaire, reléguant Amon et le puissant clergé thébain. Il transféra la capitale dans une nouvelle ville, Akhétaton, l'actuelle Amarna, et promut un art révolutionnaire caractérisé par un réalisme inhabituel et des représentations intimes de la famille royale. La période amarnienne rompit avec des siècles de tradition, affaiblissant la structure religieuse et politique de l'État. Troisième période intermédiaire. La troisième période intermédiaire qui s'étendit approximativement entre 1069 et 664 avant Jésus-Christ. Geyssé fut une étape de fragmentation politique et de tensions régionales qui suivit l'apogée du Nouvel Empire. L'Égypte, affaiblie par de longues guerres, des pressions extérieures et le pouvoir croissant du clergé thébain, se trouva divisée en multiples centres de pouvoir. Bien que le pays ait conservé sa richesse culturelle et religieuse, la figure du pharaon perdit la centralité absolue qu'elle avait eue aux époques antérieures, et l'unité de l'État fut compromise. La fin de la 20e dynastie, sous Ramsès XIe, fut le prélude au chaos. Son règne fut marqué par des conspirations et des conflits internes, et son autorité ne s'étendait guère au-delà de la région de Thèbes et du Delta. À sa mort, la couronne passa à la famille de Smendes, fondateur de la 21e dynastie, qui transféra la capitale à Tanis, dans le Delta oriental. Cependant, tandis que les rois tannites contrôlaient nominalement le nord, au sud, le pouvoir réel revenait aux grands prêtres d'Amon à Thèbes, qui exerçaient une autorité politique, économique et religieuse si forte qu'ils agissaient comme de véritables souverains indépendants. Cette dualité entre Tanis et Thèbes marqua les débuts de la période. Les prêtres d'Amon, avec de vastes propriétés agricoles et l'autorité sur les temples les plus riches, étaient aussi influents que les pharaons. Leur tombe, découverte dans la nécropole thébaine, révèle le luxe et le pouvoir d'une élite religieuse qui dominait la Haute-Égypte. Dans ce contexte, la monarchie se transforma en une institution partagée entre dynasties rivales et sacerdoces en compétition pour la légitimité. La 22e dynastie introduisit un nouveau facteur, la présence de dynasties d'origine libyenne. Les chefs des tribus libyennes, installés dans le delta depuis des siècles comme mercenaires et colons, finirent par fonder leur propre lignée de pharaons. Sheshonq Ier, connu dans la Bible sous le nom de Sisac, fut le plus célèbre d'entre eux. Profitant de la faiblesse des États voisins, il lança une campagne en Canaan et alla jusqu'à piller Jérusalem vers 925 avant notre ère. J.C.
Ces inscriptions à Karnak célèbrent sa victoire et montrent que, bien que l'Égypte eût perdu la gloire expansive du nouvel empire, elle pouvait encore projeter sa force au Levant. Le pouvoir libyen, toutefois, ne signifia pas une réunification complète. La structure tribale de leur clan se traduisit par une fragmentation politique. Différentes branches de la famille royale gouvernaient simultanément dans des régions diverses et les nomarques locaux retrouvèrent de l'importance. Cette atomisation fut caractéristique de la troisième période intermédiaire, où l'Égypte fut rarement sous une autorité centralisée unique. La 23e dynastie coexista avec la 22e, gouvernant à Thèbes et dans d'autres zones de Haute-Égypte. Ce phénomène de royaume parallèle s'intensifia au fil des siècles. Pendant ce temps, au sud, la Nubie retrouvait sa puissance. Le royaume de Kouch, avec sa capitale à Napata, s'était développé et renforcé dans son influence culturelle et militaire. Ces rois, profondément influencés par la religion égyptienne, commencèrent à revendiquer pour eux-mêmes le droit de gouverner l'Égypte. Vers la fin de la période, les Kouchites intervinrent directement dans la politique égyptienne. Pianki Piye, roi de Kouch, entreprit une campagne militaire vers le nord et réussit à s'imposer sur les princes libyens du Delta, se proclamant pharaon et fondant la 25e dynastie. Sa victoire fut immortalisée dans la stèle de la victoire, où il apparaît comme un monarque pieux respectant les dieux égyptiens et se présentant comme restaurateur de l'ordre. Avec les Kouchites, l'Égypte connut une sorte de renaissance, bien que leur domination refléta aussi l'incapacité des Égyptiens à maintenir un pouvoir central autonome. Durant cette période, la culture égyptienne resta vivante et en constante transformation. Les temples continuèrent à être construits et agrandis, surtout à Thèbes, où le culte d'Amon atteignit de nouvelles dimensions. L'iconographie religieuse se maintint mais se diversifia, intégrant des influences étrangères reflétant les contacts avec Libyens, Nubiens et Asiatiques. L'art funéraire se développa également, bien que dans des styles plus régionaux et moins uniformes que lors des époques de centralisation. Parallèlement, le pouvoir étranger se faisait de plus en plus sentir. La Syrie, devenue une puissance en Mésopotamie, étendait son influence vers la Syrie et la Palestine, s'approchant dangereusement des frontières égyptiennes. Bien que parfois l'Égypte tentât de jouer un rôle diplomatique ou militaire dans la région, sa division interne la rendait vulnérable. Les Assyriens observaient attentivement, et leur expansion finirait par menacer directement la vallée du Nil. Période tardive. La période tardive, comprise entre 664 et 332 avant Jésus-Christ. J.C. fut une époque de contraste. D'un côté, la restauration de la fierté égyptienne sous des rois nationaux qui tentèrent de faire revivre la gloire passée. De l'autre, la pression constante des puissances étrangères qui finirent par imposer leur domination. L'Égypte, après des siècles de fragmentation, redevint un État apparemment fort, mais son indépendance resta toujours menacée par la puissance croissante de la Syrie, de la Perse et, finalement, de la Grèce. Le renouveau commença avec la 26e dynastie, également connue comme dynastie saïte, du nom de sa capitale Saïs, dans le delta occidental. Psamétique Ier, son fondateur, réussit à unifier à nouveau le pays après le retrait assyrien, grâce à l'appui de mercenaires grecs et cariens qui renforcèrent son armée. Son règne inaugura une période de stabilité politique et de prospérité économique. Le commerce prospéra en Méditerranée, avec des ports égyptiens accueillant des navires de Grèce et de Phénicie, et les temples furent restaurés dans un style archaïsant qui cherchait à imiter les formes de l'Ancien et du Nouvel Empire. Ce retour à la tradition fut une caractéristique distinctive de la période tardive. Les rois saïtes promurent un art qui retrouvait les proportions et l'iconographie classique des époques passées, comme si le prestige de l'Antiquité pouvait renforcer leur légitimité. Des temples furent reconstruits à Memphis et à Thèbes, et des projets entrepris à Saïs rivalisaient avec ceux du passé. L'écriture hiéroglyphique atteignit un raffinement extrême, et pourtant, l'indépendance égyptienne était fragile. Les Perses, qui avaient créé le vaste empire achéménide, posèrent leur regard sur la vallée du Nil, 525 avenue. J.C., Cambyse II, fils de Cyrus le Grand, envahit l'Égypte et vainquit le pharaon Psamétique III à la bataille de Péluse. La 27e dynastie fut la première dynastie perse et l'Égypte devint une satrapie de l'empire.
Les Perses gouvernèrent avec dureté, imposant des tribus et exploitant les ressources, bien qu'ils respectassent en partie la religion égyptienne, construisant des temples et maintenant l'administration locale. La domination perse fut intermittente. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, J.C., sous le règne de Darius Ier, des projets hydrauliques furent entrepris et la bureaucratie renforcée, mais les Égyptiens n'acceptèrent jamais pleinement l'autorité étrangère. Des révoltes périodiques cherchaient à restaurer un pharaon national et parfois elles réussirent. Les 28e, 29e et 30e dynasties furent des tentatives de restaurer l'indépendance sous des rois égyptiens comme Amirté, Néphérites et Nectanebo Ier. Ce dernier en particulier réussit à consolider une renaissance artistique et militaire et son fils Nectanebo II fut le dernier pharaon natif d'Égypte. La résistance de Nectanebo II face aux Perses fut intense. Il fortifia le delta, érigea des temples et chercha des alliances avec les Grecs. Cependant, la force de l'empire achéménide finit par s'imposer. Tredje Undred Ogje Treogfir Avenu. J.C., Artaxerxès III reconquit l'Égypte, rétablissant la domination perse dans ce que l'on appelle la 31e dynastie. Cette seconde occupation fut plus dure. Temples pillés, révoltes réprimées et contrôle militaire plus strict. Pour beaucoup d'Égyptiens, l'espoir d'un renouveau national semblait éteint. Ce fut alors qu'apparut une nouvelle puissance à l'horizon, la Macédoine. Alexandre le Grand, après avoir vaincu les Perses en Asie, marcha vers l'Égypte en 332 avant Jésus-Christ, J.C. Son arrivée fut perçue presque comme une libération. Les Perses se retirèrent sans grande résistance et les Égyptiens accueillirent Alexandre comme un sauveur. À Memphis, il fut couronné pharaon et lors de sa visite à l'oracle d'Amon dans l'oasis de Siwa, il fut proclamé fils d'Amon, un titre qu'il intégrait dans la tradition pharaonique. Le séjour d'Alexandre en Égypte fut bref mais significatif. Il fonda la ville d'Alexandrie dans le Delta, destinée à devenir l'un des grands centres culturels du monde hellénistique. Sous son commandement, l'Égypte fit partie d'un empire global qui s'étendait de la Grèce à l'Inde. Bien que les pharaons égyptiens disparussent comme dynastie native, le pays entamait une nouvelle étape où sa culture millénaire se fusionnerait avec le monde grec, donnant naissance à un héritage qui survivrait sous les Ptolémées puis sous Rome.